La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première de la saison 3 de Parlons femmes sur Sud Radio, l'émission qui questionne et qui réinvente les contours d'un féminisme moderne et fédérateur avec des femmes qui s'incarnent, qui sont heureuses de leur route. À mes côtés ce soir, aujourd'hui plutôt, Catherine Hermary-Vieille, grande romancière et biographe. Vous avez été prix Femina, Catherine, vous aimez faire revivre les destins hors du commun. Et dans votre nouveau livre, Un rêve d'amour, qui est sorti chez Intervalle, vous nous plongez dans la passion entre Marie Dagou et Francis. Une histoire où l'amour, l'art et la liberté se heurtent au jugement de la société du 19e siècle. Et ça résonne pas mal aujourd'hui. Bienvenue dans Parlons femmes. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Alors, Parlons vrai, c'est Parlons femmes sur Sud Radio. Du coup, il y a les questions qui vont avec. Elles ont un tout petit peu évolué, Catherine. Vous allez peut-être être surprise. Et c'est parti. Alors, Catherine, une femme contemporaine qui vous inspire vraiment. Alors, évidemment, il y a Marie Dagou, mais il y en a bien d'autres, on imagine. Par contemporaine, vous voulez dire qui vit maintenant, Ouais. qui est toujours vivante? Ouais. Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire parce que je l'admire dans la façon dont elle gère sa vieillesse. Justement, c'est Oui. Brigitte Bardot. Ah oui. Je trouve qu'elle est formidable. Elle a jamais essayé de rester pimpante, liftée Ouais. et tout et C'est tout. vrai. Et elle s'assume complètement comme elle est. Et elle reste comme elle est. Avec ses amours pour les animaux. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, la beauté, finalement, c'est aussi de La beauté, s'accepter elle est comme on est. intérieure. Voilà. Et on Et de peut, s'aimer, je vois quoi. tellement de habitants aux États-Unis, de femmes liftées, reliftées, re-reliftées, Ah oui. et qui se croient très très belles, elles le sont, mais pour moi elles le sont pas. Elles sont trop intemporelles. C'est-à-dire que le fait de Oui. pouvoir marquer le temps sur Elles sont quelqu'un. artificielles, C'est ça. c'est pas des vraies femmes. Alors, un moment de votre parcours, Catherine, où vous vous êtes dit, là, je prends ma place, qu'on le veuille ou non, s'il existe, ce moment. Prends Il y a ma eu un place dans la vie. Oui, dans votre vie ou dans votre travail. Est-ce qu'il y a eu un J'ai moment pris particulier? place dans mon travail très jeune, car j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans. Ah oui. Oui, 7 ans, mais enfin des histoires de lapins qui rencontraient des Mais lapines. c'est génial. Ok, on adore. Parce que Lapinou. des histoires de lapino, parce que j'étais d'une famille nombreuse et c'était pour moi une façon de m'exprimer, d'exister en tant que telle, Ouais. en tant qu'individu. Vous aviez combien de frères et sœurs? On était 6. Ah oui, c'est beaucoup. J'avais 3 frères et 2 sœurs. Et si vous voulez, comme j'étais dans les derniers, Ah. j'existais vraiment. C'était mon monde à moi. Je me créais mon monde. Et depuis, j'ai toujours vu que écrire, vous ouvrez votre propre monde. On se crée son propre monde. Et on était complètement libre. C'est cette liberté totale, quand on est face à l'écriture, qui, moi, m'est devenue indispensable. Et qui fait que vous faites de très jolis livres. Quel compliment adressé aux femmes vous exaspère le plus, Catherine Hermary-Vieille? Quel compliment fait aux femmes? Oh, tu es superbe, tu es génial, tu es tout ce qui est superlatif. Ouais. Parce que rien n'est jamais superlatif dans la vie. Donc toutes les paroles superlatives, pour moi, sont d'abord forcées et surtout non sincères. Et surtout, peut-être, si c'était un homme, ça serait pas le même compliment qu'on lui ferait. Non, on dirait jamais à un homme, t'es génial, t'es d'une beauté rare. Ça serait drôle, n'empêche. On devrait faire des jeux de rôle. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'une femme, être une femme, est-ce que ça a ajouté qu'est-ce que ça a ajouté et non pas retiré à votre force de caractère? Ça a ajouté une indépendance d'individualité, c'est-à-dire je suis une femme, j'assume complètement d'être une femme, et ça a ajouté que ça m'est égal ce qu'on pense de moi, parce que je sais qui je suis, ça m'est égal ce qu'on dit de moi. Ça a ajouté une certaine confiance en vous, en fait, Oui. de devoir l'assumer plus fort. Et surtout de m'assumer complètement en tant que femme. C'est ça. Et de ne pas regretter de l'être, et de ne pas se dire, oh, les femmes, les pauvres femmes, quand même, elles n'ont pas de chance. Non, jamais je me suis dit ça. C'est vrai que cette tentation victimaire, ça peut être... Oui. C'est Oui. c'est pas le bon chemin, a priori. Hein. Si on dit a priori, oui, je suis une femme, donc toutes les tuiles du monde vont me tomber sur la tête, alors là, c'est On sûr s'en qu'elles sort vous pas. tomberont sur la tête. C'est Oui. ça. On provoque ce qui nous arrive un peu, c'est ça que vous nous dites? Oui, Ouais. oui, il y a une attitude, par votre attitude. Si vous avez une attitude positive et sûre de vous, vous serez beaucoup plus, j'allais dire, libre, respecté, que si vous êtes la pauvre petite femme qui est là parce qu'on veut bien qu'elle soit là. Bien sûr. Alors, si vous pouviez offrir un super pouvoir comme ça à toutes les femmes du monde, ça serait quoi? La liberté. D'être totalement libre, de se fiche de ce qu'on pense de vous,
de ce fiche. Je ne peux pas dire ce qu'on vous aime ou pas, parce que c'est pas vrai. On est quand même très sensible à l'amour qu'on vous porte, voilà, oui. Humain. Mais le super pouvoir donné aux femmes, ce serait vous êtes un jour dans la rue, mal habillé, pas maquillé, les cheveux en hérisson, et vous vous en fichez parce que le regard des autres vous importe pas. Donc finalement, le super pouvoir, ça serait peut-être de changer le regard des autres. De changer le regard des autres, oui. Ou en tout cas, de n'en tenir aucun compte. De se dire, ils me trouvent hirsute, ils me trouvent moche. On s'en fout. Tant pis pour eux, je m'en fous. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est un vrai pouvoir. On a du mal à le faire, ça. Hein. Oui. Je me mets dedans. Hein. Oui, on a du mal à le faire. C'est instinctif presque. Parce qu'on nous a conditionnés c'est comme ça qu'on a été depuis notre élevés. enfance à être plutôt mignonne, pimpante, bien coiffée. Et c'est vrai que le fait de s'en fiche, c'est une victoire. C'est vrai. Si on arrêtait de parler de femmes et d'hommes, de quoi on parlerait ? Si on parlait plus de femmes et d'hommes, on parlerait peut-être des animaux, du monde. Ouais. De l'état du monde, de l'état actuel de notre monde, de spiritualité. Parce que je suis pas une grenouille de bénitier, mais la spiritualité m'intéresse beaucoup. D'accord. Vous avez écrit Un rêve d'amour, Catherine Hermary-Vieille. C'est sorti aux éditions Intervalle. C'est un très joli livre qui retrace la lésion. C'est un joli lapsus, la lésion. Oui, absolument. Vous avez raison. Bon, voilà. C'était une lésion aussi. La liaison dite scandaleuse à l'époque entre Marie Dagout, qui était une aristocrate en rupture avec les codes de son temps, et le virtuose Franz Liszt dans les années 1830. Alors, ces deux paris à l'Italie, c'est une passion qui se heurte au jugement terrible de la société à l'époque. Elle est totalement libre et engagée. Elle voit son salon devenir le lieu d'idées, de débats républicains. Tout le monde y passe. Enfin, c'est incroyable. C'est une femme très à la mode. C'est une femme qui a un salon, reçoit. Elle a un hôtel particulier qui est malaqué. Tout ce qui est la crème de l'aristocratie s'y presse. Elle est la reine de ce salon. Et surtout, elle est d'une liberté totale. Oui, son mari la laisse complètement tranquille. Elle a 2 filles. Elle en perdra une. Mais enfin, elle a une vie de rêve, on peut dire. Et alors lui, Liszt, j'arrive jamais à le dire correctement, il poursuit sa gloire musicale. Et alors, ils ont une histoire d'amour tous les deux, et puis il y a des enfants qui naissent hors mariage. C'est une histoire d'amour extraordinaire, parce que ça a été vraiment le coup de foudre. Il est venu jouer, parce que les aristocrates faisaient venir dans leur salon jouer des artistes, et ils entraient par la porte de service, et on les payait dans une enveloppe avec quelques billets. Enfin, c'était impensable. Des gens comme Liszt étaient traités vraiment comme des domestiques, alors que le mot domestique n'existe plus. Mais si vous voulez, Marie Dagout et lui ont eu un coup de foudre extraordinaire. Comment ça s'est passé ? Un regard. Dites-le, voilà. Un regard. Il avait quand même 22 ans, il avait 7 ans de moins qu'elle. Elle était une dame très impressionnante. Elle était quand même la reine de son salon. Elle était élégante. Tout le monde la connaissait. Elle était un petit peu, elle était quelqu'un qui comptait dans Paris. Et puis lui était effectivement un jeune artiste Et il faut le savoir, les jeunes artistes à l'époque ne fonctionnaient que grâce aux mécènes aussi. Oui, exactement. Voilà. Ils fonctionnaient grâce aux mécènes parce que des gens comme Marie Dagout les payaient. Et puis il rêvait évidemment d'une carrière de star, on dirait maintenant internationale. C'est-à-dire il rêvait beaucoup plus haut que de jouer dans les salons parisiens. Il voulait composer de la musique, et puis il voulait jouer dans l'Europe entière. Et donc, tout d'un coup, il rencontre Marie Dagout, et cette passion qu'elle lui voue et qu'il lui voue va tout stopper pour lui, parce que si elle quitte tout pour lui, lui, il doit en principe tout quitter pour elle. Comme quoi, il y a des destins équivalents. Et alors, de cette union, il y a ces 2 enfants, dont une qui est Cosima, qui est la future épouse de Wagner, quand même. 3 enfants. 3. Ah oui, donc elle avait 2 enfants avec son premier mari, qu'elle a quitté. Apparemment, la première est morte. La seconde, elle l'a revue 16 ans plus tard. Ah oui, parce qu'à l'époque, quand on quittait son mari, on quittait son enfant. On quittait tout. Ouais. Et sa fille, elle l'a revue 16 ans plus tard. Ça s'est apparemment pas très mal passé, parce que pas très bien passé. Mais le mari avait été charmant. Il avait jamais accablé sa femme. Il avait jamais dit des horreurs sur la mère de cette petite. Et il a 3 enfants. Ils ont 3 enfants, dont la dernière, Cosima. L'aîné va épouser un homme politique qui, à l'époque, était un homme politique important, qui a été ministre de Napoléon III. Mais elle va morte en couche en mettant au monde son premier enfant. Daniel, qui était aussi un virtuose et qui faisait ses études à Vienne, est mort de la tuberculose à 20 ans. On m'a dit donc c'est l'hécatombe, là. Et la dernière, Cosima, a épousé Wagner. Qui elle a survécu. Et elle a créé avec lui le festival de Beyrouth. Magnifique.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette Marie Dagou, elle est souvent très éclipsée dans les biographies de Lys. On en parle assez peu. Donc l'idée, c'était aussi de nous donner à la connaître. Mais l'idée, c'était surtout de donner à cette femme qui avait tout donné. Elle avait tout donné. Elle avait peut-être eu tort de tout donner, mais elle avait vraiment tout abandonné pour lui. Ouais. Et ces 4 ans, 5 ans de passion totale et folle qu'ils ont partagée méritaient d'être racontés. Parce que c'est quand même pas un petit amour à la sauvette, vous voyez, quelqu'un qu'on rencontre de temps en temps des entre-deux par avant. C'est vraiment quelqu'un, c'est la passion. Vraiment la passion. Et cette femme d'idées, d'engagement, qui est en avance sur son temps, qui reçoit, qui est une femme de pouvoir, elle a été éclipsée dans l'histoire, comme beaucoup d'ailleurs de ces femmes qui ont fait qu'aujourd'hui on a des grands hommes. On peut le dire comme ça. Hein. Parce qu'en principe, on pourrait dire elle a fait aussi Lys. Bah, c'est ça. Hein, elle l'a fait. Elle l'a eu tout jeune. Il avait 22 ans. Et elle lui a donné confiance en lui. Et elle l'a toujours encouragé. Et quand il partait jouer en Europe, elle n'était pas ravie parce qu'elle était seule. Mais elle le laissait. Elle le laissait partir en n'étant jamais sûre qu'il rentrerait. Mais elle croyait en lui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Catherine Hermary-Vieille, d'écrire sur cette femme ? Elle vous correspond quelque part un petit peu ? Oui, quelque part. C'est-à-dire des femmes qui ont le cran d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'avoir une petite liaison ou une petite des rêves, des rêveries. Non. Elle tape sur la table, elle dit je m'en vais et elle s'en va. Et il faut savoir qu'à ces époques-là, que ce soit au 19e siècle ou au début du 20e, c'était on s'en va, on quitte tout. On le redit, c'était vraiment un acte de courage et de renonciation, de sacrifice en fait. On quitte ses amis, ses relations, tout, parce que c'est une époque où si vous partiez en laissant mari, enfant, tout pour un autre homme, on vous tournait immédiatement le dos. Vous n'existiez plus. Vous étiez complètement marginalisé. Donc elle le savait parfaitement. Ambulant, quoi. Elle savait que vis-à-vis de son ancienne société, elle n'était plus rien. Sur Sud Radio, on parle femme parce qu'on parle vrai. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On est avec Catherine Hermary-Vieille, qui est romancière et biographe et qui nous a écrit un très joli livre, Un rêve d'amour. C'est aux éditions Intervalle. Restez avec nous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Quand on parle femme ici, c'est sans filtre et sans détour. Sur Sud Radio, on parle vrai, toujours. Parlons vrai, parlons femmes avec la romancière et biographe Catherine Hermary-Vieille et son livre Un rêve d'amour, c'est sorti aux éditions Intervalle. Alors c'est une œuvre romancée, Catherine, que vous nous avez offerte. Il y a certains épisodes qui sont dramatisés pour l'effet narratif. Et du coup, on sent quand même la vibration de la passion. On est quand même vachement plus dans cette vibration. C'est ça que vous avez envie de nous raconter aussi, que dans l'analyse exhaustive en fait des faits. Oui, en racontant exactement ce qui s'était passé. Et chacun a son point de vue. Chacun exprime ses souffrances. Chacun exprime aussi son égoïsme. Parce que je veux dire que de temps en temps, Franz est extrêmement égoïste. Comme le sont les artistes. Comme le sont souvent les artistes. Égocentriques, quoi. Et c'est vrai. Et donc, en les faisant parler chacun leur tour, je voyais à la fois leur union totale, leur osmose, mais aussi le fait que malheureusement, c'était voué à l'échec. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman qui se distingue par sa capacité à incarner ces personnages-là, et vous rendez accessible aussi des enjeux historiques importants à travers une trame amoureuse. C'est assez original comme construction. Ils vivent complètement dans une époque très intéressante, le 19e siècle français. Et notamment, au point de vue artistique, Paris, au 19e siècle, c'était une effervescence extraordinaire. Aussi bien au niveau musique que peinture, il n'y avait pas les écrans, quoi. Il y avait quand même George Sand qui est au milieu de toute cette histoire. On va en parler, parce qu'elle est amie de Francis et de Marie Dagou. Et puis elle a son histoire d'amour avec Chopin. Oui. Ouais. Et imaginez que Franz Liszt et Chopin ont joué ensemble à 4 mains. Incroyable. On peut plus, on a du mal à imaginer ça. C'est très très dingue. Et alors, ce qui est intéressant justement sur ce 19e siècle, c'est que, donc, comme vous le dites, c'est un foisonnement artistique, c'est une effervescence politique, les salons littéraires, ils n'arrêtent pas. Enfin, c'est vraiment incroyable les fusions et la création. Et pourtant, c'est une société corsetée, on va y revenir quand même, où une femme libre, elle est jugée durement. Donc, c'est aussi un livre sur la condition féminine et la liberté dans une société on ne peut plus patriarcale à l'époque. Quand même. Oui, vous savez, les femmes n'étaient pas très libres à cette époque. Elles étaient, Marie Dagou, justement,
commis Elle a l'irréparable. cassé quelques portes aussi pour en nous. partant, Ouais. elle savait qu'elle commettait l'irréparable. D'autres femmes ont su mieux manager, voilà, ça c'est mon anglais qui revient parce que je fais une partie. Vous avez le droit de faire de l'anglicisme, allez-y. Pardon, je sais que c'est très mal de mélanger de dire du franglais, mais vous parlez comme vous voulez. Quelqu'un qui a bien organisé sa vie, c'est George Sand. Elle a divorcé. Elle était stratège. Marie Dagout n'a jamais voulu divorcer. Parce que si elle avait divorcé, elle était là totalement libre. Elle perdait la fortune aussi, non ? Accepté un petit peu les nuages, le brouillard, parce que c'est sûr que je suis sûre son mari aurait accepté le divorce, mais elle savait sûrement que Franz l'aurait pas épousé. Ah, ça joue, hein. Oui. C'est important. Il avait beaucoup d'aventures féminines. Il était très beau. Alors justement, on va faire un petit miroir avec de leur histoire avec celle de George Sand et Chopin. Alors pour rappel, pour les auditrices et les auditeurs, George Sand se déguisait en homme. Elle s'habillait en homme. Voilà. Elle se sentait plus à l'aise. C'était une femme qui était comme elle était. Et c'est pour ça qu'elle s'est appelée Georges, qu'elle s'est fait appeler Georges, c'est pour pouvoir écrire des livres tranquillement sans que personne l'ennuie. Exactement. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, moi, si je suis mal habillée, mal coiffée, je m'en fous. Et ben elle, c'était un peu le cas. Elle était comme elle était. Elle était bien en homme parce que ça lui donnait une liberté au lieu d'avoir tous ces robes, ces falbalas. Vous savez, la mode à la fin du 19e siècle, ça devait être un long petit de peu s'habiller. corsetant. Bon, et puis elle était très libre. Elle avait des amants. Quand elle les aimait plus, elle les envoyait paître. Et puis elle recevait surtout. Elle avait Nohant où tout ce qui compte dans la littérature et même la musique, c'est retrouvé à Nohant. Et Marie Dagout a vécu 4 mois à Nohant pendant que Franz courait Elles étaient l'Europe. très copines toutes les deux. Ouais. Elles avaient été deux figures féminines qui montrent aussi que l'amour et la création sont indissociables souvent en fait dans ces parcours-là. Oui. C'est vrai, l'amour et la création sont indissociables. Je pense que quelqu'un qui vit une petite dame ou un vieux monsieur qui vivrait tout sec, tout seul, tout mélancolique et tout égoïste dans son petit studio aurait du mal à écrire des grandes histoires d'amour. Parce qu'il faut... Il faut avoir mal un peu, c'est ça aussi. Oui, c'est il faut avoir aussi été un peu amoureux. Voilà, mais quand on a été un peu amoureux, en général, on a eu mal à un moment donné. On a toujours eu mal. Et c'est plus facile, on peut le dire, comme vous qui êtes écrivaine, d'écrire quand on est un peu torturé, non aussi ? Oui, quand on a vécu notamment une histoire d'amour qui s'est pas fatalement très bien finie, et surtout assez brutalement, on est un peu, on est plus que torturé, on est blessé, profondément blessé, mais c'est important d'en parler. Ouais, c'est ça. En fait, l'écriture, c'est salvateur, quoi. Objectivement, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais c'est vrai. Oui, c'est très salvateur. Ouais. Alors du coup, il y a George Sand et Chopin, on le dit, qui vivent cette lésion contemporaine de Lys et Marie. Mais par contre, comme Sand, c'est une femme qui se libère des carcans sociaux aussi, comme on vient de le dire, mais qui, contrairement à Marie, elle a une aura d'écrivain reconnu. Donc ça aussi, ça légitime peut-être sa liberté. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus respectée finalement parce qu'elle fait acte de création, quoi. Bien sûr. Dans un monde d'hommes. Ça change tout. C'est qu'elle existe complètement en tant qu'individu, en tant que femme. Elle crée, elle écrit, elle a du succès. Alors que Marie, elle écrira deux petits romans, dont un très méchant sur Lys après leur rupture, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur. Mais même la chère George Sand, que j'aime beaucoup, j'ai écrit un livre sur elle. Mais ce qu'elle a écrit est très démodé maintenant. C'est vrai qu'elle a du talent, mais... c'est inscrit dans son siècle, quoi. C'était dans son siècle, voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, on va y revenir quelques instants, parce que ça me passionne, c'est le rôle de ces salons, de ces rencontres, de la vie intellectuelle du 19e siècle. Il y avait George Sand, on vient de le dire, il y avait Balzac, il y avait Lamartine, il y avait Blanqui, Sainte-Beuve. Enfin, c'était incroyable, quoi. Quand on allait se balader, on il y avait Musset, il y avait, oui, bien sûr, il y avait, comme vous dites, Balzac, mais c'était des salons, c'est difficile pour nous, parce que les gens, évidemment, ne travaillaient pas. Mais une fois par semaine, chaque grande dame de la société recevait. Et donc, elle ouvrait ses salons. Et donc, il y avait tous les jours quelque chose, en fait, c'est ça. Et ces grands artistes se rencontraient, se parlaient, se voyaient. Il y avait donc une vie sociale, artistique très intense dans les salons de ces femmes du monde. Parce qu'ils avaient le temps aussi. Parce qu'ils avaient le temps. Et qu'est-ce que ça nous raconte sur la société d'aujourd'hui si vous deviez faire un comparatif, justement, parce qu'on dit souvent qu'aujourd'hui, les gens ne se cultivent plus, ou ils n'ont plus le goût du livre ou du mot ou de la lettre. Qu'est-ce que ça nous raconte, finalement ? Comment ça se fait qu'on part de là et qu'on arrive aujourd'hui, effectivement, à ce constat ? Oui, les gens, effectivement, lisent beaucoup moins, s'intéressent moins
à la peinture, s'intéresse moins à la musique, enfin à part la musique que les jeunes adorent, que moi je connais très mal. Mais c'est vrai que cette époque est une époque de grands échanges artistiques entre les différents. Il voulait même prouver que écrivains, musiciens, peintres étaient de la même famille, que finalement ils parlaient le même langage, mais c'est qu'ils s'exprimaient différemment. Il y avait donc ce besoin d'unir le beau, un grand souci du beau, un grand souci, mais ils vivaient. On peut pas comparer parce que c'était des gens qui n'avaient pas de métier, donc ils étaient très disponibles, très libres. Ils pouvaient parler des heures d'un sujet qui les passionnait, et que maintenant personne n'aurait des heures pour parler d'un sujet aussi passionnant soit-il. Les gens vivent beaucoup plus repliés sur eux-mêmes maintenant, beaucoup plus, parce que même quand ils échangent, qu'ils se voient, c'est souvent pour échanger des banalités, tandis qu'à cette époque, ils échangeaient vraiment des idées très intéressantes. Parce que, je dis pas partout, je parle d'un milieu très spécial, un milieu parisien. C'était un sûrement... milieu noble aussi, on peut le dire. Oui, ouais. noble, riche, bourgeois, très bourgeois. qui avaient les moyens de recevoir, justement, d'ouvrir leur salon à des gens de grande qualité qui eux-mêmes, étant assez inactifs, avaient le temps d'aller chez ces grandes dames. Et de s'abreuver. Et de s'abreuver, de parler, de se rencontrer. C'était un nid, c'était une fourmilière de talent. Si vous aviez un mot pour définir Marie Dagou, ce serait quoi ? Une rêveuse. Ouais. Une femme qui a rêvé sa vie. Parce qu'en fait, elle aurait dû, dès le début, dès le premier instant, qu'elle soit la maîtresse de Liszt, c'était très bien. Elle a commencé comme ça. Mais rêver que cet homme de 7 ans de moins qu'elle, qui était un futur maestro, allait tout quitter pour elle, elle s'est surestimée. Elle s'est vue comme quelqu'un d'unique, qui allait faire le sacrifice de sa carrière à un musicien d'extrême talent, et que ça se passerait bien. Ça n'a pas marché, évidemment. Non, elle a rêvé. Elle n'était pas réaliste. Elle n'a pas vu que ce qu'elle demandait à Liszt ne correspondait pas à ce qu'il pouvait lui offrir. C'est impossible, c'est ça. Si vous deviez vous définir vous, maintenant, Catherine. Moi ? Ouais, un mot. Moi, je suis une femme un peu exilée, puisque je vis entre 2 continents. Je vis entre les États-Unis et la France. Et je suis donc assez partagée. Ce qui me définit, c'est mon besoin de liberté par l'écriture, d'abord. Et puis la famille, parce que vous savez, les grands amours, quand on vieillit, c'est moins fréquent. Ça peut arriver. On a moins d'occasions. Ça peut arriver. Les Franz Liszt ne sont pas à tous les coins de rue. C'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que c'est pas une histoire d'âge, ça, si je peux me permettre de témoigner. Non, c'est vrai. Mais en vieillissant, on met le cap sur ce qui est essentiel. Bon. Et tout ce qui est un peu futile, qu'on avait adoré, justement, la mode, ce qu'on dit de vous, n'a plus d'importance. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Hermann-Rivieille, d'être venue partager avec nous aujourd'hui, avec le cœur, d'être une femme de cœur. Bien sûr, toujours. Je recommande très très fortement aux auditrices et aux auditeurs ce très joli livre. Ça s'appelle Un rêve d'amour de Catherine Hermann-Rivieille. C'est sorti aux éditions Intervalle. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la 3 de Parlons Femmes. Rendez-vous samedi prochain à 13h30, mais aussi tout à l'heure à 19h pour la saison 7 de C'est Excellent. Merci à la charmante Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. Bisous, bisous.